Il m'appartient donc d'animer cette table ronde sur les jeunes, hein, donc les jeunes et le bonheur. Alors, euh, pour réconcilier peut-être la table d'avant et celle-ci, je voudrais juste citer Sacha Guitry, qui n'est ni économiste ni gérontologue, donc normalement ça doit fâcher personne, qui disait il faut dépenser quand on est jeune l'argent qu'on aura quand on sera vieux. Et ceci dit, Sacha Guitry confondait manifestement les effets d'âge et de génération pour prendre probablement ce que dirait André Masson, puisque en fait on se demande si sur les générations auxquelles on a affaire, les jeunes peuvent vraiment dépenser l'argent qu'ils auront quand ils seront vieux, et ce qui est quand même probablement un problème. Alors je vais passer la parole aux trois intervenants, alors dans un ordre de... Oui, enfin voilà. Bruno Crépon, je commence de gauche à droite. Alors Bruno Crépon est professeur à l'école polytechnique et chercheur au CREST. Claude Sebel est inspecteur général honoraire de l'INSEE. Il tient à l'honoraire. Jacques Pelletan est maître de conférence à l'université Paris 8 et chercheur associé à la chaire Transition démographique. Alors, juste pour introduire un tout petit peu la table ronde, vous avez chacun 10 minutes. Est-ce qu'au passage, vous pourrez nous dire ce que c'est qu'un jeune, hein? Parce que j'ai beaucoup réfléchi en arrivant et je me suis vraiment demandé. Alors, en fait, l'INSEE, je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche, dit que c'est moins de 30 ans. Mais ça peut aller jusqu'à 40, hein, comme dans les chambres professionnelles ou pour le prix du jeune économiste, d'ailleurs. Je parle là sous le contrôle de Jean Hervé. Et le problème, c'est qu'au XVIIIe siècle, l'espérance de vie, c'était 27 ans. Donc, du coup, on voit que les vieux d'hier sont les jeunes, les très jeunes d'aujourd'hui. Donc, on peut un peu confondre, toujours effet d'âge et de génération, d'ailleurs. Et donc, voilà. Alors, ce que j'ai trouvé également comme définition, c'est qu'un jeune, c'était quelqu'un qui n'était pas autosuffisant, c'est-à-dire qui n'avait pas son logement, par exemple, son revenu. Donc, est-ce que ça suggère que les jeunes Italiens sont plus vieux que les jeunes Français? Excusez-moi d'ajouter à la confusion, et je vous passe la parole. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y aurait plusieurs réponses. En première approximation, est jeune celui qui est plus jeune que moi. Le problème, c'est qu'il y a des gens d'âge différents qui répondent comme ça, donc on n'a pas de réel consensus. Pour ce qu'évoquait Jean-Pierre Wilmer, justement, la tripartition des âges de la vie, avant, c'était facile finalement. Était jeune celui qui n'avait pas encore commencé à travailler. Ensuite, c'était l'âge moyen. Et puis ensuite, on était vieux quand on avait arrêté de travailler. Aujourd'hui, c'est des espaces beaucoup plus perméables. Néanmoins, au sein de la chaire, on a essayé de faire des scénarios très clivés de croissance. Le scénario que je présente, qui est aussi un scénario en discussion, qui n'est pas complètement finalisé, c'est un scénario qui s'appelle la nouvelle vague, qui correspond d'ailleurs à une époque de cinéma qui est plutôt celle des vieux baby-boomers que celle de la nouvelle vague. Et dans ce cas, dans ce scénario de la nouvelle vague, en fait, et pour les différents scénarios, on s'est donné 3 variables clés à l'aune desquelles juger un peu les scénarios: la productivité, le niveau d'activité des seniors, c'est-à-dire des 55-65 ans, on va dire, et puis le niveau de chômage des jeunes, on pourrait dire les moins de 30 ans ou les moins de 25 ans. De toute façon, la situation n'est pas forcément meilleure pour l'une que pour l'autre. Et pour ça, on a identifié quelques variables de commande à partir desquelles on peut agir sur les 4 marchés sur lesquels Alain a déjà dit un mot. Et là, ce que je vais montrer, c'est qu'il y a à la fois une légitimité pour agir sur les 4 marchés et montrer qu'il y a quelques modalités pour agir sur les 4 marchés. Donc déjà, marché des biens et services. En fait, il y a une légitimité à agir dessus parce que chaque génération a eu son nouveau projet, son nouveau secteur de rêve. Ça a pu être le nucléaire, ça a pu être le TGV, ça a pu être l'informatique, Internet. Et aujourd'hui, sur les nouveaux projets, je me demande s'il y a des secteurs dans lesquels on investit très, très fortement. Alors, il y a une modification de la structure de la demande, qui est liée à la déformation des âges, qui est légère. On parle peut-être plus de sécurité aujourd'hui que durant les 30 Glorieuses. Mais il n'y a pas forcément de déformation de la structure de production avec de très nouveaux secteurs dans lesquels on investit massivement. Donc légitimité à investir dans entre guillemets, des secteurs de jeunes. Deuxième aspect qui est essentiel, légitimité à investir envers les jeunes pour le marché des biens et services collectifs. Et 3 aspects qui vont nécessiter sans doute une profonde réallocation des ressources, c'est le logement, la santé et l'éducation. Le logement,
il y a en Ile-de-France environ 3% des étudiants qui ont un logement de type universitaire. Et pour les autres, c'est bien souvent une galère pour se loger, et ça a une répercussion très forte sur la réussite des études. C'est la santé aussi, notamment, il y avait Guillaume Sarkozy qui intervenait ce matin avec une augmentation sans doute des mutuelles et des complémentaires qui peut avoir une répercussion forte sur la santé des plus jeunes. Et puis c'est l'éducation. Et quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, sur l'éducation supérieure, mais aussi pour des jeunes qui sortaient sans diplôme sur les 10 dernières années, on voit deux taux, sans qu'il y ait d'angoisse totale, mais on voit deux taux qui stagnent. C'est le taux de diplômés du supérieur, qui depuis 10 à 15 ans stagne autour de 40%, et puis le taux de jeunes sortant du système éducatif sans diplôme, qui depuis là encore 10 à 15 ans stagne entre quasiment à 20%. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'OCDE, on se rend compte que, évidemment, parmi les actifs, le taux de diplômés augmente. Mais c'est lié à un remplacement de populations plus jeunes qui vont remplacer des populations plus âgées. Si vous avez des cohortes diplômées du supérieur à 10% qui meurent et remplacées par des jeunes qui arrivent sur le marché du travail diplômés à 40%, il va y avoir une augmentation du taux moyen de diplômés. Néanmoins, ça se passe quasiment dans tous les pays. Et on est l'un des pays de l'OCDE pour lequel ce taux de diplômés du supérieur au sein des actifs évolue le moins vite, alors que du fait du grand nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on devrait évoluer finalement plus vite que les autres. Donc ça vient d'une stagnation des diplômés du supérieur. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, il y a une stagnation aussi des jeunes qui sortent sans diplôme. Donc quand je liste tous ces éléments, on a l'impression que ce n'est pas vraiment folichon pour les jeunes et pour la société. On a l'impression que notre chapitre, la nouvelle vague, finalement, c'est une vague destinée à s'échouer sur les plages cannoises ou niçoises, au demeurant fréquentées par les aînés. Donc ce n'est pas folichon, néanmoins il y a des leviers d'action qui existent, qui peuvent se situer au niveau du logement, à la fois sur la construction et programmes de logement, qui peuvent se situer sur les critères d'attribution des logements sociaux notamment, qui peuvent se situer sur la santé et puis sur l'éducation. Essayer d'atteindre entre 50 et 60% de diplômés du supérieur, ce qui suppose d'investir sur tous les âges, dès le plus jeune âge, ensuite dans l'aide aux devoirs, ensuite lors des études universitaires pour éviter d'avoir des populations qui, dans certaines universités, comme la mienne par exemple, travaillent à 60 ou 70% à l'extérieur. Donc travailler à ces différents niveaux d'âge et pas simplement travailler sur une population autour de 20 ans, notamment par des processus d'entrée parallèle à Sciences Po ou des choses comme ça. Donc c'est à la fois travailler sur le marché des biens et services collectifs, travailler, troisième marché, sur le marché du travail, puisqu'on observe une grande dualité, à la fois dualité des accès au marché du travail et dualité sur le marché du travail entre les plus jeunes et les plus âgés, avec environ 50% d'une classe d'âge qui se retrouve 3 ans après la sortie du système éducatif en CDD, au mieux, donc travailler sur cette dualité. Et il y a deux manières de travailler sur cette dualité. Travailler sur la dualité d'accès au marché du travail, c'est-à-dire essayer de trouver des filières qui sont un petit peu plus valorisées qu'elles ne sont actuellement, notamment le taux de recours à l'apprentissage est d'environ 10 à 12% en France. Il est 4 fois plus élevé en Allemagne, en Suisse ou au Danemark. Et puis également lutter contre la dualité dans le marché du travail entre les plus jeunes et les plus âgés. Et l'une des pistes, c'est d'avoir qui a déjà été évoqué plusieurs fois, notamment en amont de la précédente campagne présidentielle, c'est d'avoir un contrat de travail unique qui pourrait être modulé en fonction de l'âge, avec des charges croissantes, avec des droits croissants éventuellement, puisque contrat de travail unique, c'est pas facile à vendre, notamment pour des classes d'âge qui sont très majoritairement en CDI, donc un contrat de travail unique qui peut être une manière de lutter contre la dualité du marché du travail. Et puis quatrième marché sur lequel il est nécessaire sans doute d'agir au profit de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle vague, c'est le marché financier, le marché de l'épargne, puisqu'il y a une véritable difficulté à financer des entreprises innovantes. Il y a une épargne, certes, épargne qui pourrait augmenter s'il y a une réforme profonde des retraites, mais la quête est avant tout celle d'une épargne qui est de nature sécurisée et qui ne va pas forcément s'investir sur des projets innovants de long terme. Donc là encore, comment à la fois accélérer la transmission du patrimoine et permettre à une épargne placée à long terme d'être investie dans des projets
de long terme. Je pense qu'il faut à la fois jouer sur l'avantage compétitif entre donation et succession, c'est-à-dire que dans la circulation du patrimoine, il y a un avantage comparable. Les familles qui vont transmettre un patrimoine peuvent arbitrer entre la donation et la succession. Et si on veut améliorer l'avantage comparatif de la donation, il y a deux possibilités. Soit on favorise encore plus que ça a été fait les donations, soit on tape de manière très forte sur les successions. Donc les deux sont possibles. Les deux ne sont pas, par contre, indifférentes en termes de finances publiques et les deux ne sont pas indifférentes en termes de transmission des inégalités intragénérationnelles. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Et il y a aussi la possibilité d'intervention forte de la puissance publique pour encourager l'investissement dans des projets de type innovant et risqué. Et notamment, c'était quelque chose qui était évoqué par Jérôme Glachant, par un partage des risques avec la puissance publique à travers de nouveaux produits d'épargne qui pourraient permettre un partage des risques et encourager ce type d'investissement à la fois d'avenir, innovant et quand même comportant une dose de risque. Alors, si on met en application un tel scénario, qui est une nouvelle vague, mais qui est un petit peu, pour rentrer dans le débat jeune contre vieux quand même, quel impact ça peut avoir sur les trois variables clés? On peut penser, et ça c'est assez fortement documenté par la littérature, notamment Barrault et Lee, sur l'impact de la formation sur la productivité, par Aguillon également, on peut penser qu'on serait capable de se rapprocher des pays qui sont devant nous en termes de productivité. On peut penser également, si les jeunes sont mieux formés et que le marché du travail fonctionne d'une manière moins duale, que le niveau de chômage des jeunes aurait tendance à baisser. Par contre, on peut penser quand même que ce scénario n'est pas concevable de manière pure, et ça appelle aussi le troisième scénario qu'on va voir tout à l'heure, parce que si on applique ça de manière pure, il y a un souci qui se pose sur le taux d'activité des seniors, notamment si on met des charges sociales croissantes en fonction de l'âge, on peut penser que ce sera un obstacle encore supplémentaire au travail des seniors. Donc c'est un scénario qui, à mon avis, est à discuter d'ailleurs d'abord avec vous, à discuter, à proposer, mais qui ne peut pas être conçu de manière pure et décorrélée des notions de géronto-économie et de travail des seniors. Merci. Messieurs, 10 minutes pile. La barre est haute. Bon. Mais je voudrais d'abord remercier les organisateurs du forum de m'avoir demandé de réagir donc brièvement au scénario que vous avez baptisé « Une jeunesse heureuse ». Alors, comme sans doute d'autres dans cette salle, je suis un de ces seniors retraités, actifs et heureux que vous évoquez dans d'autres scénarios. En fait, je me fais ici l'effet d'être un grand-père qui porte un regard attendri mais lucide sur ce qui peut arriver de mieux à mes enfants. Je ne sais pas si mon point de vue serait partagé par un jeune homme ou une jeune fille qu'on trouve dans des écoles de la seconde chance ou qu'on trouve dans ce que les systèmes éducatifs appellent les décrocheurs, que l'on a beaucoup de mal à retrouver. Alors, une des premières propositions que je ferai à la chaire, ce serait d'essayer de valider ce scénario par des enquêtes directes auprès de jeunes, avec une large palette de situations, des mieux dotés aux plus fragiles. Bon, quels sont les besoins exprimés par ces jeunes? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont les actions par-delà les discours? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de discours et pas toujours beaucoup d'actions. Alors pour moi, ce scénario aurait pu s'appeler celui des exigences intergénérationnelles. Parce qu'en fait, il met l'accent, pour toutes les dimensions pertinentes, sur les devoirs qui incombent dans une société humaine aux générations les plus anciennes par rapport à celles qui leur succèdent. Bon, ce que Jacques Pelletan appelle la nouvelle vague. Bon, naturellement, le scénario n'évoque pas le poids de la dette, mais nous savons que c'est actuellement peut-être une des exigences intergénérationnelles parmi les plus importantes. Alors j'ai peur de vous mettre en porte-à-faux sur 2 points. 1, je n'ai pas de PowerPoint parce que ça m'agace. Et 2, je me suis très référé aux propositions du scénario et peut-être que vous ne les avez pas lues. Alors vous m'excuserez, mais je crois que c'était plutôt leur rendre service en se calant sur ce qui... Donc, je ne vais pas parler de toutes les propositions, je vais m'intéresser
à celle sur laquelle j'ai un peu réfléchi, celle sur laquelle je travaille actuellement. Je suis lancé dans une entreprise stupide, à peu près folle, qui est d'essayer de réfléchir sur la lutte contre le grand échec scolaire. Donc je ne vais pas parler du logement, je ne vais pas parler de la santé, parce que je ne maîtrise pas ça suffisamment. Alors, en ce qui concerne les politiques d'insertion dans l'emploi, qui est un élément important du scénario, il me semble que vous devez être très prudent sur ces actions parce qu'elles ont toutes des effets d'aubaine très importants. Et donc, nous savons, par les travaux qui avaient été menés par la DARES dans les années 90, que la plupart des politiques qui ont été ciblées sur les jeunes, le plan Barre, le plan Fillon, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ça a des effets d'aubaine à peu près 80 à 90% d'effets d'aubaine et 10% d'effets nets positifs. Donc ce sont des politiques très coûteuses, peu efficaces. Et donc, moi personnellement, je pense qu'il faut que vous passiez à cette moulinette. Bon, le spécialiste qui malheureusement n'est plus dans ce domaine-là actuellement, c'est Alain Gubian, qui a été l'auteur des 40 ans de politique d'emploi. Et je pense que ce serait intéressant que la chaire se rapproche de lui. Bon, deuxième, un exemple. Vous prenez l'allocation d'autonomie qui a été pratiquement travaillée depuis une quinzaine d'années. C'était à l'époque dans le cadre du plan. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des effets d'aubaine gigantesques, aussi bien du côté des jeunes, mais surtout de leurs familles. Et que vous l'avez évacué, j'ai pas très bien compris pourquoi. Il y a un réel besoin de renforcement des bourses dans le supérieur et dans l'enseignement professionnel. D'autant que les universités, compte tenu de leurs difficultés financières, vont être certainement obligées de relever leurs droits d'inscription. Et il est nécessaire de compenser ces relèvements auprès des familles, pour les familles et les étudiants revenus les plus faibles. Donc, je n'ai pas évidemment les mêmes objections sur tout ce qui concerne le développement de l'apprentissage et notamment toutes les formes d'alternance. Il est quand même curieux qu'actuellement, les CAP et les BEP ne soient pas des formations en alternance. Alors je sais qu'il faudrait 620 000 stages, c'est beaucoup. Il faudrait convaincre un nombre considérable d'entreprises, mais je pense que c'est une orientation qui serait tout à fait intéressante, qui c'est pas de l'apprentissage, mais c'est une formation en alternance. Alors je vais partir de vos propositions sur les projets de nouvelle vague. Bon, il me semble essentiel, avec les dimensions familiales et collectives que je viens d'évoquer. En fait, si nous n'y prenons garde, et on trouve ça dans le texte Les générations à vivre, eh bien, de plus en plus de familles seront à 4 générations. Là, je ne suis pas du tout à l'heure ce qu'a dit Jean-Michel. Je pense que nous sommes devant un passage de famille à 4 générations. Bon, on en discutera après. Et donc, le risque, c'est que si nous avons des mécanismes de succession, ils vont de plus en plus aller vers des plus de 60 ans. Et donc, il est indispensable, c'est ce que vous dites dans votre scénario, c'est la proposition 10, de durcir les droits de succession au-delà des allégements récents et de favoriser les donations, y compris vers les enfants et les petits-enfants. Bon, ceci ne suffira pas, mais c'est tout le problème ensuite de la capacité par l'impôt de prélever pour ceux qui n'auront jamais ni d'héritage ni de donation. Alors, le deuxième point qui me semble important dans votre proposition, c'est ce que vous avez appelé le choc de l'offre et cette idée que l'innovation reposant sur un certain nombre de dispositifs nouveaux, il est essentiel de l'accompagner et je pense que les propositions que vous faites sont plutôt tournées vers les modifications du système éducatif et je connais les travaux qui indiquent l'augmentation de productivité que ceci peut entraîner, mais il me semble que c'est quand même un moyen long terme. Alors, à court terme, vous avez proposé des transformations sur le système éducatif. Ces transformations sont essentiellement l'une qui est possible et à notre portée, c'est l'objectif de 50% des sortants du système éducatif diplômés du supérieur. Vous n'en avez pas la primeur, puisque c'est un objectif qu'on retrouve dans la loi Fillon de 2005. Mais comme il y a eu depuis, dans le feuilletage législatif, la loi sur l'autonomie des universités, 2007, eh bien, il y a eu une multiplication de dispositifs, d'organisations et de structures qui se sont multipliés pour la recherche. Et je ne suis pas sûr que l'objectif de la loi Fillon
50% de diplômés du supérieur se soit vraiment mis en place. Donc c'est un point qu'il faudra peut-être regarder plus tard. Alors par contre, c'est vrai que nous constatons, malgré les discours officiels, les objectifs et les engagements de M. Darcos, etc., que nous avons toujours entre 15 et 20% d'une génération qui sort sans diplôme sur le marché du travail. Et vous y répondez par un objectif qui, à mon avis, a très peu de chances de se mettre en place, qui est l'objectif qu'il n'y ait que 5% de la génération qui n'ait pas de diplôme. En fait, c'est un objectif qui est, disons, sur le papier, parce que nous ne pourrons pas le mettre en œuvre tant que nous n'aurons pas collectivement surmonté les difficultés scolaires, puis l'échec scolaire, qui touchent actuellement dans notre pays, dans le cadre de la scolarité obligatoire, entre 15 et 20% des jeunes. Alors, sur ce thème-là, les rapports et les lois se sont multipliés, se sont succédés. Ils ont tous un consensus pratiquement identique. Au Conseil de l'éducation, Cour des comptes, Conseil économique et social plus récent. Les difficultés scolaires sont précoces. Elles sont intensifiées par le redoublement. Elles sont difficilement réversibles parce qu'elles s'accentuent, au lieu de se résorber, au cours de la scolarité obligatoire. Les difficultés qui sont en fin d'école sont encore accrues en fin de collège. Enfin, elles affectent les enfants des milieux populaires, ceux dont la famille est le plus éloignée de l'école, ou plutôt le langage des familles le plus éloigné du langage de l'école. Alors, c'est à l'école primaire que tout se joue, en particulier lors du cycle des apprentissages, grande section de maternelle, CP, CE1, mais la position de ces élèves plus fragiles doit être consolidée tout au long de la scolarité obligatoire, alors qu'actuellement, on observe pour beaucoup, et par beaucoup d'entre eux, un rejet de l'école. Vous allez en retrouver beaucoup dans ce qu'on appelle maintenant les décrocheurs, et ceux dont le CEREC nous dit que leur insertion professionnelle est calamiteuse. Alors, le système éducatif a en main une partie des outils nécessaires pour résoudre le problème. Mais la conviction des acteurs est incertaine. Elle est même, dans certains cas, sceptique. Les volontés de changement des responsables est faible et aléatoire, par-delà des mots et des discours officiels extrêmement mobilisés. Donc, créer un consensus sur les solutions, et pas seulement sur le diagnostic, est essentiel, et c'est donc là-dessus qu'actuellement je travaille. Il faut partir d'une définition précise du travail de l'enseignant. Je me situe à l'école primaire. Ce que je vous dis n'est sans doute pas valable, peut être transposé, mais pas valable pour le collège. En réalité, le travail de l'enseignant est quasi totalement décentralisé dans sa classe. Et donc, pour la période qui nous importe, celle des premiers apprentissages, l'enseignant est un médiateur incontournable de la maîtrise progressive de la parole et de l'écrit de tous les enfants qui lui sont confiés. Dans cette phrase, les deux mots indispensables, enfin essentiels, c'est incontournable et médiateur. Alors, en fait, pour réussir l'enjeu d'une prise en charge positive de tous les élèves, l'enseignant doit acquérir une solide conviction que la réussite de tous est possible, ce qui actuellement il n'a sans doute pas. Il doit évidemment connaître ses élèves avec toutes leurs dimensions, positives et négatives, mais surtout, il doit maîtriser tous les aspects d'une pédagogie en milieu scolaire hétérogène. Et c'était une des propositions principales du rapport de Claude Tello. Oui, j'ai fini. Donc, concrètement, la loi Fillon de 2005 sur le socle commun des connaissances et des compétences nous donne un levier essentiel pour établir cette pédagogie en milieu scolaire hétérogène, parce qu'il va substituer au classement successif des élèves, moyen, fort, faible, il va lui substituer une cible commune par rapport à laquelle chaque élève pourra se situer et progresser. Il y a déjà des expériences très positives dans de nombreuses écoles, mais la diffusion des bonnes pratiques, la capitalisation des expériences est extrêmement faible, je pense, faute de volonté politique. C'est donc cet enjeu politique que nous avons devant nous, et je comprends bien que le scénario ne puisse pas le traiter,
En fait, c'est beaucoup plus exigeant que de bâtir un réseau d'autoroutes ou de TGV. Je n'ose pas dire un réseau de centrales nucléaires parce que je me ferais tuer. Mais il s'agit en réalité de transformation profonde de pratiques et de comportements de centaines de milliers de personnes. Bon, si vous le souhaitez, comme il faut que je m'arrête, on peut y revenir dans la discussion. Bon, avant de passer le relais à Bruno, je vous livre une réflexion générale sur le scénario Une jeunesse heureuse. Bon, dans notre société qui est gérontocratique et mandarinale, qui va porter ce scénario? Sur quelle force pouvez-vous vous appuyer pour faire avancer prise de conscience et propositions? Est-ce que ceci ne devrait pas aussi faire partie des travaux de la chaire Transition démographique, transition économique? Merci. Alors ça marche suite par les quoi. Parfait. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. Alors moi je ne suis pas du tout un macroéconomiste. Je vais vous parler de ce que l'on fait actuellement pour évaluer l'ensemble des programmes de lutte contre la pauvreté. Donc le thème c'est une jeunesse heureuse. Et alors on peut commencer par peut-être lister les thèmes de réjouissance. Alors les thèmes de réjouissance, donc il y a le décrochage scolaire, les difficultés d'entrée en alternance et la rupture des contrats en alternance, il y a les difficultés d'orientation, il y a l'insertion professionnelle et l'abandon des programmes d'insertion par les jeunes. Il y a aussi les conditions d'emploi, donc quel type de contrat de travail. Donc un CDD de 6 mois, c'est considéré comme la panacée. Les difficultés aussi dans un autre thème d'accès au logement, les questions de mobilité, la santé et les comportements à risque des jeunes. Finalement, au cocktail des thèmes de réjouissance, pour une partie de la population, il faut franchir un grand nombre d'obstacles pour pouvoir s'intégrer harmonieusement dans la société. Alors, une fois qu'on a listé tous ces thèmes de réjouissance, il y a la recette du bonheur. Alors, la recette du bonheur, c'est pas juste une recette. L'idée générale, c'est que il y a beaucoup de solutions potentielles et que ce ne sont pas les idées qui manquent. Lorsque Martin Hirsch a organisé le Grenelle de l'insertion, ça devait être en 2006 ou 2007, finalement, il y a eu plus de 800 réponses à l'appel d'offres qu'il a lancé. Donc des idées, il y en a. Il y en a énormément. La question, c'est de savoir si elles sont toutes bonnes, et probablement, elles sont sûrement pas toutes bonnes. Il y a des problèmes qui ont des effets qui sont très bénéfiques, il y a des problèmes qui n'ont pas d'effet, et il y a même probablement des programmes qui ont des effets qui sont néfastes, c'est-à-dire des programmes qui vont réduire finalement les chances des jeunes d'accéder au marché du travail, par exemple. Donc c'est important d'avoir des idées, mais c'est tout aussi important de savoir quel est l'effet des programmes qu'on peut concevoir. Il y a un besoin important d'être capable de distinguer entre les bons et les mauvais programmes. Alors ça, c'était l'idée des appels à projets du Fonds d'expérimentation de la jeunesse. Donc l'idée du Fonds d'expérimentation de la jeunesse, c'est de financer des projets innovants à la condition qu'ils soient évalués, c'est-à-dire d'être en mesure de porter une appréciation sur le fait que ces programmes ont atteint leur objectif. Donc le but, bien sûr, au final, c'est d'être capable de bâtir un socle de connaissances qui permettra de concevoir des programmes plus efficaces et qui s'attaqueront aux vrais problèmes. Et éventuellement, une fois que les programmes ont été identifiés comme étant efficaces, de les développer à l'échelle nationale. Alors, bien sûr, il y a une question qui est importante quand on dit évaluer un programme, savoir quel programme va être bon et quel programme va être moins bon. Il y a une question cruciale qui est de savoir comment on va évaluer. C'est nécessaire, quand on évalue, d'avoir une méthode qui soit rigoureuse et qui mette tout le monde d'accord. Parce qu'en général, les avis sur les politiques économiques qu'on peut mettre en œuvre sont souvent très très tranchés.
sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et fréquemment, les a priori sont fortement ancrés et s'affrontent très très fortement. Et donc pour qu'une évaluation d'un programme puisse produire des résultats qui soient susceptibles d'être entendus, c'est-à-dire qu'effectivement, ils puissent participer à la construction d'un socle de connaissances qui soit partagé par tout le monde, il faut qu'ils aient quelque chose qui ressemble à la force de l'évidence. Il faut qu'on ne puisse pas contester l'évaluation du programme, comme on ne conteste pas le fait qu'il fasse froid le matin quand la température n'est pas celle qu'on voudrait voir quand on regarde le thermomètre. Donc les résultats aussi peuvent avoir des effets qui sont surprenants. Par exemple, on vient de faire récemment une évaluation qui est celle avec Pôle emploi, l'évaluation de l'anonymisation des CV. Donc l'anonymisation des CV, c'était considéré comme un moyen qui était un moyen phare pour lutter contre la discrimination à l'égard des jeunes des banlieues. Eh bien, au total, le résultat est exactement l'inverse de celui auquel on pouvait s'attendre. Et ça, on est capable d'avoir ce résultat-là au terme d'un protocole qu'on a travaillé durablement avec Pôle emploi, qu'on a mis ensuite en œuvre sur le terrain pour regarder précisément quels étaient les effets de ce programme d'anonymisation des CV. Et au total, le résultat est opposé. Enfin, il y a une partie des résultats qu'on obtient qui va exactement dans ce qu'on attend comme effet du CV anonyme, mais il y a aussi une partie des résultats qui contredit complètement ce qu'on pouvait attendre. Donc il faut se donner les moyens d'être surpris, parce que parfois, les résultats auxquels on parvient déjouent complètement les a priori qu'on pouvait avoir. Alors, c'est pour ça que, du point de vue de la méthode, il y a quand on veut regarder comment évaluer, les évaluations randomisées garantissent justement la fiabilité et la transparence qu'on attend d'une évaluation dans ce domaine. Le principe de ces évaluations randomisées, c'est le principe de l'évaluation des traitements en médecine, c'est-à-dire qu'il y a deux populations qui sont affectées au hasard, l'une à être un groupe qui va bénéficier d'un programme et l'autre qui va être un groupe de contrôle. Et lorsque les nombres sont suffisants, des individus qui se trouvent dans un groupe et dans l'autre, quand on va comparer le devenir de ces deux populations, on va trouver, les différences qu'on va trouver pourront être imputables uniquement à l'effet du programme. Et donc ça permet de distinguer les programmes qui marchent et les programmes qui ne marchent pas. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement ? Donc, voilà un ensemble d'exemples d'expérimentations randomisées qui ont été faites dans le cadre du fonds d'expérimentation de la jeunesse. Donc, il y a la mallette des parents, par exemple, qui est un programme qui est destiné à lutter contre les comportements violents à l'école et d'inattention des élèves à l'école. Donc, c'est un programme qui est extrêmement intéressant parce que, comme l'a dit très bien Claude Sebel au début, les programmes lors de la scolarité sont des programmes qui sont cumulatifs. Et donc l'idée de ce programme est de faire venir les parents dans les écoles, de leur expliquer les règles du jeu de l'école. Donc l'idée au fond du programme, c'est de valoriser la façon dont la famille va pouvoir percevoir l'école. Donc c'est un programme, je trouve que ce programme est extraordinaire parce que c'est un programme, personne n'aurait misé sur ce programme. C'est une idée que les gens considéreraient au mieux comme anecdotique et certainement pas voué à avoir un effet. Et donc le fait d'avoir mis en œuvre ce programme, de l'avoir évalué d'une façon rigoureuse, en se pliant là aussi à un protocole expérimental avec allocation des individus, soit à un groupe de traitement, soit à un groupe de contrôle, de voir ensuite quels étaient les effets de ce programme, ça permet de prouver son efficacité. Donc ce programme maintenant a été généralisé dans un grand nombre d'établissements parce qu'il montre que finalement, en termes de comportement des élèves au sein de l'école, leur capacité à recevoir l'enseignement qu'on leur donne, il a des effets qui sont extrêmement importants. Et puis il y a tout un tas, je ne vais pas les lister tous, tout un tas de programmes qu'on est en train d'évaluer avec le fonds d'expérimentation de la jeunesse, les groupements de créateurs, qui est un programme qui est extrêmement intéressant, aussi pour regarder les problèmes d'accès au logement. Il y a un programme dans le Bas-Rhin où le Conseil général se porte caution pour les jeunes, pour qu'ils puissent accéder au logement. Il y a aussi la question de la nature de l'accompagnement que peuvent recevoir les jeunes diplômés qui sont au chômage. Il y a aussi
aussi des programmes qui sont liés à la lutte, à lutter contre l'absence de recours aux soins pour les jeunes des missions locales, donc, qui regardent les problèmes de santé. Le programme aussi très emblématique qui est 1000 permis de conduire. Donc, les jeunes dans les banlieues ont un énorme problème de mobilité. Souvent, ils restent uniquement confinés dans leur cité et pour eux, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Donc, 1000 permis de conduire, c'est une façon de regarder les questions de mobilité. Et puis, il y a aussi un grand programme qu'on est en train d'évaluer, qui est celui de la ressource contractuelle d'autonomie, qui probablement fait référence à ce que disait Claude auparavant, et qui est lié au fait que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils sont dans un programme d'insertion, finalement décrochent de ce programme et abandonnent ce programme. Donc, on a beau essayer de mettre à leur disposition tout un tas de moyens, eux-mêmes ne trouvent pas la motivation pour rentrer assidûment dans ce programme. Et donc, ce programme ressources contractuelles d'autonomie consiste à leur donner une rémunération tant que ils sont susceptibles de rester, tant qu'ils restent dans leur programme. Voilà. Donc, je voulais parler aussi du Poverty Action Lab. Donc, le Poverty Action Lab, c'est un laboratoire qui, dans le monde, s'est construit sur une idée de faire des évaluations de programmes avec cette méthode randomisée. Donc, il a été créé par Esther Duflo et il a maintenant des antennes aussi bien en Europe qu'en Afrique, en Inde, aux Philippines et en Amérique du Sud. Et il y a maintenant un grand nombre de chercheurs qui sont affiliés à ce réseau. Donc l'idée générale est que il y a aussi des grandes fondations qui travaillent avec ce centre de recherche, et parce qu'il y a beaucoup de fondations qui sont prêtes à investir dans des programmes de lutte contre la pauvreté, mais à la condition de savoir si oui ou non les programmes qu'ils vont financer ont un effet ou pas. Donc c'est ça l'idée générale de leur participation à ce laboratoire. Et donc pour conclure, on est en train de lancer dans le cadre de ce laboratoire une initiative qu'on a appelée l'initiative pour la jeunesse, et dont le but est, sur le thème de l'insertion des jeunes, de récolter des fonds qui vont permettre de pouvoir à la fois un peu de dupliquer cette idée du fonds d'expérimentation, qui va permettre de financer des programmes d'insertion qui seront liés à des questions qui nous semblent pertinentes concernant l'insertion des jeunes, et ensuite également de les évaluer. Donc il y a 3 grands thèmes qui sont des thèmes qui recoupent ce qu'a dit Claude auparavant, qui portent sur les effets des investissements durant l'enfance, dont on sait que ce sont des investissements qui, en général, sont très utiles, mais il faut en apporter l'évidence. Et puis, aussi, les problèmes que rencontrent les jeunes à l'heure des choix. Il y a bien un moment où les jeunes choisissent, et donc quelles sont les capacités qu'il faut avoir, les aptitudes qu'il faut avoir pour opérer des choix. Et puis, finalement, quelle intégration, en essayant d'avoir le courage de porter des questions comme celle du rôle des contrats, auquel il était fait référence auparavant, mais aussi sur l'efficacité des politiques d'insertion, par exemple, des emplois subventionnés, par exemple des emplois jeunes. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je considère que la création du fonds d'expérimentation de la jeunesse par Martin Hirsch, je considère que c'est une sorte de révolution un petit peu dans la façon de concevoir les programmes et de faire progresser notre connaissance sur l'effet de ces programmes dans l'insertion des jeunes. Et j'espère qu'avec toutes ces initiatives qu'on est en train de mettre, on pourra apporter des réponses à des questions qui sont importantes et qui permettront d'envisager l'avenir d'une façon plus sereine. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Donc, est-ce que on va passer à la phase du débat. Donc voilà, André Masson a une question. Et lancer le débat. Sur ce scénario Nouvelle Vague, en particulier chez Claude Sebel, on a l'impression qu'il faut un plan école. C'est ça, un plan école, il faut dépenser pour l'école et tout. Bon. Alors, d'où l'idée qu'il a dit à la fin de son intervention, comment le financer, comment le faire accepter par la société, où trouver l'argent. Alors, il y a deux possibilités, j'ai l'impression, où vous décidez à taille donnée d'une réorientation de l'État-providence vers les jeunes. C'est une version moi, que j'appelle d'égalité citoyenne, que d'autres appelleraient social-démocrate. Donc c'est l'idée que d'une certaine manière, il faut diminuer les dépenses pour la retraite, pour les réorienter vers les dépenses actives pour les jeunes. Et l'idée, c'est donc dans ce scénario-là que c'est les jeunes qui supportent les risques d'absence de qualification, mères célibataires, etc., et que pour les plus âgés, on va développer les services à la personne, mais qu'on peut diminuer les pensions.
Une manière de le faire, c'est les comptes notionnels qui... Bon, c'est une idée, c'est donc diminuer les retraites pour augmenter les dépenses pour ça. L'autre possibilité, c'est être plutôt dans un scénario, enfin dans un scénario d'une vision de solidarité entre générations, qui fait donc que, d'une certaine manière, ce sont les jeunes qu'on aura éduqués qui payeront nos retraites. Et si on les a mal éduqués, on va pas beaucoup leur donner des bonnes retraites. Donc c'est le mécanisme de solidarité entre générations qui est quand même un sport de combat, pour parler comme Pierre Bourdieu. Et on peut avoir des fonctions de rappel, parce que cette solidarité entre générations est importante. On peut décider, par exemple, que les retraites, à partir d'un certain niveau de retraite, les retraites élevées, seraient indexées ou indicées sur un indicateur de la réussite des jeunes sans qualification, ou des jeunes peu qualifiés. De telle manière que les vieux ne puissent pas dire « après moi le déluge », mais soient directement intéressés par le partage des risques à la réussite des jeunes pauvres. Donc ça suppose effectivement certaines révolutions culturelles. Est-ce que... non, on va prendre... Je propose qu'on capitalise plutôt qu'on répartisse. Et donc, je prends la question de monsieur. Bonjour, je voulais juste... Ça m'intéresse beaucoup de rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour partager un exemple qui a eu lieu au Brésil avec le déploiement d'une monnaie complémentaire qui s'appelle le Saber. Qui, dans le cadre de cette monnaie, il y avait toute une série de répétiteurs qui, du fait du système éducatif brésilien qui était un petit peu limité en termes de moyens, mettaient en place une monnaie complémentaire qui permettait à des jeunes de 12 ans d'apprendre à des jeunes de 7 ans à lire et à écrire, en leur faisant répéter, parce qu'on sait que l'éducation, c'est un petit peu ça. Et qu'à la suite de ça, le jeune de 7 ans donnait de la monnaie complémentaire à ce jeune de 12, qui lui pouvait se faire répéter ses cours par un jeune de 15 ans, etc., jusqu'à la fin où celui de 18 arrivait avec une espèce de pactole disponible et il pouvait prétendre aller à l'université et bénéficier d'une bourse de l'État. Et donc on reconnaissait l'engagement citoyen de tous ces jeunes qui, du coup, ça stimulait une espèce de solidarité intragénérationnelle entre ceux de 7 jusqu'à 18. Et ces exemples de monnaie complémentaire peuvent aller encore au-delà sur les seniors. On a l'exemple au Japon du Furai Kipu qui a fait ces choses-là. Et il y a plein de projets qui existent comme ça avec les monnaies complémentaires, ce qui fait qu'on stimule des comportements vertueux, des démarches intéressantes et des cercles vertueux sans débourser un seul euro. Une question là-bas, monsieur. Là-bas. Donc merci. J'ai vraiment une question et pas une remarque. Parmi les différents dispositifs pour l'insertion professionnelle, on a évoqué différents dispositifs qui coûtent. Moi, quelque chose qui me frappe, c'est la multiplication des stages auxquels on contraint les jeunes dans une entreprise, ce qui signifie qu'une entreprise peut avoir gratuitement ou à très faible prix un bac+5 qui a marné pendant des années et sans très peu le rémunérer. Est-ce que ça vous paraît une vue totalement personnelle et inadaptée, ou bien est-ce que le fait de faire on arrête ce système de stage pour faire rentrer des jeunes directement sur le marché de l'emploi, quitte à les payer moins cher dans un premier temps, vous paraît une solution possible de rendre un jeune plus autonome et donc, a priori, plus heureux? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, une question pour Monsieur Crépon à propos de l'évaluation, thème assez central dans votre propos, dans vos propos. Comment de quoi vous voyez être faite la mallette de l'évaluateur entre guillemets, c'est-à-dire quel est selon vous quel profil d'évaluateur en fait? Est-ce qu'il y a un seul et même profil unique, ou est-ce qu'il faut penser l'évaluation à partir d'une posture pluridisciplinaire? Bon. Et parce qu'on sait qu'en fonction de la posture de l'évaluateur, on va avoir des hypothèses différentes pour conduire l'évaluation ensuite. Bien, on va arrêter les questions ici, sauf s'il y a vraiment une question rentrée. Bon, il y a un monsieur là, c'est la dernière. Mon Dieu, je suis sans doute le plus vieux ici, alors permettez-moi d'avoir une petite place dans le discours. J'ai été un peu surpris et je trouve que vous êtes très, très bienveillant vis-à-vis des gens qui sont à la retraite ou enfin des générations plus vieilles.
je vous dirais que moi, je suis plutôt sévère. Bien sûr, mon discours est facile parce que vous êtes tous plus jeunes que moi. Et quelquefois, quand je suis avec des confrères, enfin, au point de vue âge, je leur dis, écoutez, il ne faut pas confondre routine et expérience. Vous avez des gens qui ont 50 ans de boulot, hein, ils font à la 50e année, plus un jour, ils font la même ânerie que le premier jour de leur formation. C'est pour ça qu'il faut être assez critique. Il ne faut pas l'admettre, ça. Et puis, alors, je crois que... Donc, c'est pour ça que, pour moi, l'innovation, ça ne doit pas être uniquement l'affaire des jeunes, et puis les autres, ben, ma foi, feront en quelque sorte la vaisselle. Non, l'innovation, elle doit être partout, mais ça suppose que dans nos enseignements, eh bien, on a une préparation permanente à l'innovation. Regardez, par exemple, en ce qui concerne l'éducation, on vous apprend les savoirs, savoir-être, savoir-faire. Il y a un savoir dont on ne parle jamais, c'est le savoir devenir. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas valable demain. Ce que je fais ici n'est pas valable ailleurs. Moi, j'ai souffert de voir justement des pauvres Africains qui avaient été dans toutes les universités françaises, américaines ou russes et qui revenaient véritablement coupés de la réalité. Et là, je pense qu'il faut trait d'union, penser. Mais quand vous écrivez repenser dans un discours, on vous gomme bien sûr le trait d'union parce que c'est pas bien. Bien, monsieur, merci beaucoup. Oui, on va j'aurais donner beaucoup de choses à dire, mais enfin, excusez-moi. Non, je ne veux pas accaparer pendant le cocktail. On va balayer dans ce sens-là. Donc, Jacques va commencer. Quelques réponses dans le sens où ça me vient. D'abord, merci beaucoup à Claude Sebel qui a fait beaucoup de remarques qui permettront d'améliorer le chapitre de l'ouvrage. Sur le fait d'atteindre 50% ou plus de diplômés du supérieur et d'avoir 5% ou moins de sortants du système éducatif sans diplôme, et évidemment, on le concevait comme une allocation des ressources avec de l'investissement dès le plus jeune âge et une forme de plan école, c'est-à-dire à la fois aider aux devoirs, peut-être avec le système Saber qui encouragerait ou quelque chose de ce type-là, et puis aussi un petit peu plus tard au niveau du collège, du lycée, et du passage à l'université, où j'ai pas eu l'occasion d'en dire un mot, où on observe du plus jeune âge à l'âge le plus âgé des étudiants une ségrégation territoriale qui est absolument féroce et qui nuit très fortement à la réussite des diplômes à tous les niveaux de diplôme, que ce soit au niveau universitaire ou que ce soit au niveau collège et lycée. Certes, il peut y avoir des questions d'effet d'aubaine qui sont toujours très difficiles, à mesurer, mais quand on parle de favoriser l'insertion dans le travail en évitant la dualité des contrats CDI et CDD, finalement, je ne sais pas s'il y a un effet d'aubaine, puisque finalement, ça ne coûte pas un centime, on légifère et on peut dire qu'on supprime, on fait un contrat de travail, on fait un contrat de travail unique et pas de CDI et de CDD. Alors, il y a le cas précis des stages que vous évoquez. Les stages, c'est compliqué. Même si on supprime la dualité CDI-CDD, on conçoit bien qu'un étudiant qui ne connaît pas forcément très bien le marché du travail doit aller se rendre compte au moins quelque temps dans une entreprise ce que c'est. Donc, y aller et voir ce que c'est, oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une dérive depuis quelques années très forte des durées de stage. Aujourd'hui, c'est très difficile de caser un étudiant pour moins de 6 mois de stage. Et c'est souvent de 6 mois à 1 an reconductible, etc. Et ça, c'est assez scandaleux dans la pratique. Et ça, les stages, par exemple, on pourrait penser à interdire les stages de plus de 3 mois. Ça pourrait être une mesure qui est à discuter. Et puis, pour finir, juste un message d'espoir. C'est vrai qu'on est peut-être dans une société mandarinale et effectivement transférer de l'argent vers les jeunes, c'est difficile. Mais le monsieur en est un exemple. C'est qu'en général, les grands-parents ont des petits-enfants qui ne sont pas complètement intéressés uniquement par leur propre sort. Après, il y a des manières de présenter qui peuvent être plus ou moins transparentes. C'est effectivement plus facile de dire qu'on va mettre de l'argent pour les jeunes, comme le fait l'un des candidats principaux, que de dire qu'on va prendre de l'argent sur les retraites ou sur la dépendance. Mais Merci ça suppose beaucoup. d'être un peu malhonnête, effectivement. Merci beaucoup. Avant de passer la parole, je vais abuser honteusement du micro pour dire à madame, il se trouve qu'il y a un groupe de travail en ce moment au ministère de l'Enseignement supérieur sur la professionnalisation des études d'enseignement supérieur, et il se trouve que je préside ce groupe. Et donc je peux juste vous dire, ce que disait mon voisin de droite, c'est qu'on ne va vraiment pas dans le sens d'un abaissement des temps de stage.
Oui, mais moi je trouve que ces pratiques sont absolument scandaleuses. Alors je m'excuse de le dire avec cette violence, mais c'est absolument scandaleux de personnes diplômées qui ont eu en plus souvent des formations en alternance avec des stages longs en entreprise et qu'on leur dise allez vous faites un stage. Ah, c'est scandaleux. Bon, ceci étant, les vieux peuvent se scandaliser, la route tourne. Alors je voudrais revenir sur le problème du financement. Ce que j'ai évoqué, c'était le scénario global. C'était pas le scénario, c'était pas la partie centrée sur la lutte contre l'échec scolaire. Sur la lutte contre l'échec scolaire, puisque c'est un truc sur lequel je bosse actuellement, malheureusement, la réponse en termes de moyens n'est pas pertinente. Et vous avez eu là-dessus un article de Dubé qui était tout à fait intéressant, disant que ça ne sert à rien de recréer des moyens. Ce qu'il faut, c'est changer le regard que les enseignants portent sur leur métier, c'est les professionnaliser, et c'est, si vous voulez, en effet, un plan pour l'école. Mais c'est un plan que l'école qui ne se concrétise pas avec 100 000 emplois de plus. C'est pas ça le problème. Le problème, vous avez actuellement des choses absolument étonnantes qui se passent dans beaucoup d'écoles en France et en Navarre. Il faut arriver progressivement à ce que ça devienne licite de dire j'entraîne les 24 enfants qui me sont confiés vers la réussite, notamment du socle commun au terme de la scolarité obligatoire, avec les étapes nécessaires. Et en réalité, il faut démarrer sur grande section de maternelle, CP, CE1, se centrer sur cette période-là. Et après, je ne dis pas que le reste viendra par surcroît, mais c'est conviction, professionnalisation. Alors donc, pour répondre à la question sur les stages, moi je n'aurais pas le même point de vue que tout le monde là. Je pense que je prendrais pas le problème par le même du même plan. Bon, peut-être que finalement la question c'est celle de l'hétérogénéité des aptitudes des jeunes lorsqu'ils sortent du système scolaire, et finalement la charge qu'il y a à opérer un tri entre les gens qui les jeunes qui sont prêts à s'insérer sur le marché du travail et ceux qui ont moins de désir et moins de motivation pour le faire, et sur qui doit reposer la charge de faire émerger cette information. Et donc moi je le verrais plutôt dans ce sens-là, et donc du coup je me dirais que ça sert à rien d'interdire, mais que probablement des types d'actions qui seraient intéressantes seraient plutôt des actions qui chercheraient justement à faire émerger beaucoup plus l'information qui est finalement celle que recherchent les entreprises lorsqu'elles enchaînent des jeunes qui font des stages et puis finalement les retraînent, les prennent pas, et c'est plutôt la façon que j'aurais de regarder ces aspects-là. En tout état de cause, je pense que c'est une question qui est effectivement importante, que celle de l'insertion des jeunes sur le marché du travail, le moment où ils vont rentrer sur le marché du travail. Les contrats de travail qui existent sont des contrats qui ne sont pas du tout favorables pour les jeunes, parce que finalement, ils protègent énormément les travailleurs qui sont déjà en place, mais ils les travaillent un petit peu au détriment de ceux qui doivent montrer leurs aptitudes. Donc je prendrais plutôt les choses sous cet angle-là. En tout cas, il y a certainement tout un faisceau d'explications qui sont possibles, et je ne pense pas que juste une interdiction permettrait de répondre. Et qu'au contraire, c'est une question, c'est une des questions qu'on a avec Marianne Bertrand pour l'initiative de la jeunesse, et qui certainement nécessite de regarder plus en détail cette question qui est effectivement extrêmement importante. Alors maintenant, c'est quoi le profil de l'évaluateur ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être capable d'apporter des évidences. Moi, je crois beaucoup à cette méthode d'évaluation randomisée, mais je pense qu'elle se fait souvent de façon très productive en coopération avec des gens qui ont une autre approche. Donc, en particulier, nous, à chaque fois qu'on a fait des évaluations randomisées, il y a toujours eu une équipe qui n'était pas notre équipe, mais qui faisait à côté une démarche plutôt qualitative en allant regarder un petit peu des cas particuliers que les gens détaillaient très précisément. Donc ça a été en particulier le cas de toutes les évaluations qu'on a fait avec Pôle emploi, parce qu'on en a fait
fait plusieurs, mais c'est aussi le cas de, par exemple, l'évaluation qu'on est en train de faire sur la ressource contractuelle d'autonomie, où le CREDOC s'est associé à nous pour regarder précisément, lorsqu'on va donner cette allocation d'autonomie aux jeunes, qu'est-ce que ça change en pratique. Et je pense qu'il faut un petit peu ces deux aspects-là. Voilà. Bien, écoutez, merci d'avoir tenu les délais. Et puis...